Bonjour, c'est Laetitia des Carnets de Céleste. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler de dessin, mais je vais vous présenter Victoria. Donc en fait, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis inscrite à une formation Montessori pour les 0-6 ans. Ça se passait à Bruxelles. Et depuis 2 ans, je rêve d'être ici et de vous faire cette interview. Victoria, merci de nous recevoir ici au Luxembourg. Avec plaisir. Dans ton centre de formation. Victoria, ça fait plus de 10 ans que tu fais des formations, oui. Que tu formes les parents, mais aussi les professionnels de l'enfance. Oui. Donc, tu as formé plus de 1000 personnes et dans plus de 15 pays différents. Enfin, de plus de 15 pays différents. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée là? Oui, alors mon parcours a commencé, j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'ai rencontré une éducatrice puisque je faisais des remplacements d'été dans une crèche, donc c'était mon job d'étudiante. Et un jour, j'ai rencontré une éducatrice un peu particulière. Elle avait des méthodes que je trouvais étranges. Elle interagissait de façon différente avec les enfants. Elle proposait des activités que je ne connaissais pas, même si j'étais jeune. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais l'occasion de m'occuper d'enfants. Et donc voilà, ça m'interpellait. Plusieurs années de suite, j'ai eu la chance d'être à ses côtés. Et un jour, le mot a été posé, Montessori. Donc au début, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis un jour, elle m'a traînée à Paris lors d'un week-end organisé par l'association Montessori de France qui mettait en avant plusieurs intervenants. Et j'ai découvert la pédagogie Montessori de cette façon-là. D'accord. Et ensuite? Alors ensuite, donc, moi j'ai fait des études pour devenir enseignante, donc j'ai continué mes études, mais par contre j'avais Montessori qui restait dans ma tête. J'ai commencé par lire énormément, j'ai commencé par L'Enfant de Maria Montessori, et en fait je me souviens de cette lecture comme si c'était hier. Pour moi ça a été une révélation. C'est-à-dire que j'avais l'impression que Maria Montessori mettait des mots sur ce que je ressentais depuis toujours, sur ma façon de percevoir l'enfance, sur ma façon de percevoir ma mission auprès de l'enfant, ma mission éducative. Donc pour moi, ça a été la révélation. Et c'est d'ailleurs suite à la lecture de ce livre que j'ai décidé de me former. Et donc je me suis formée en 2006-2008, donc durant 2 ans, auprès d'une association en Allemagne, puisque moi j'ai la chance de parler cette langue. Et donc j'ai passé 2 ans en Allemagne pour me former à cette pédagogie-là. Et ce qui fait que quand j'ai eu fini cette formation, pour moi, il était hors de question de retourner dans un système traditionnel ou d'y aller tout court. J'ai essayé. J'ai fait 6 mois dans une école publique et ça a été absolument la catastrophe pour moi. Je ne me sentais pas du tout à ma place, j'en étais vraiment malade. Je me sentais tout simplement pas à ma place. Pourquoi? Pourquoi je trouvais qu'on prenait les enfants pour des imbéciles. On me disait tout le temps, ils ne sont pas capables de se concentrer plus de 10 minutes. Ce que tu leur demandes, ce n'est pas adapté, c'est trop difficile. Voilà, on les prenait pour des imbéciles et en même temps, il n'y avait pas vraiment d'écoute de ce qu'ils pouvaient ressentir, des challenges qu'ils pouvaient vivre à ce moment-là dans leur vie. Et il y avait tout simplement la partie humaine qui me manquait, cette bienveillance qui me manquait parce que, bon, Montessori, bien évidemment, on en parlera, il y a du matériel, c'est sûr, mais Montessori, c'est pas que le matériel. C'est vraiment la connaissance profonde de l'enfant, la réponse à ses besoins, l'écoute, l'empathie, la présence, être là pour lui. Et c'est tout ce que je ne voyais pas dans cette école-là, donc ça m'a rendue malade. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé de partir pour aller travailler dans une école Montessori. D'accord. Mais tu es allée bien plus loin que ça, puisque tu es devenue formatrice. Donc en fait, lorsque je suis rentrée dans cette école Montessori, c'est une école qui était en création. Donc j'ai aidé la direction à finalement créer cette école, ce qui fait que ça m'a beaucoup aidée personnellement, parce que je crois profondément que la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Et donc lorsque je suis arrivée dans cette école-là, finalement très peu de personnes étaient formées. Donc, on m'a demandé de transmettre mes connaissances à mes collègues. Donc, ça n'a rien à voir avec les formations que j'organise aujourd'hui. C'était tout à fait
fait de façon très simple et de façon très voilà, informelle. On prenait des temps avec les collègues où je transmettais les notions autour du matériel, les progressions, la vision Maria Montessori au niveau de comment est-ce qu'on anime une classe. Et j'ai passé 8 ans là-bas, et ces 8 ans m'ont vraiment permis de consolider mes connaissances de la pédagogie Montessori, de quelque part digérer le travail de Maria Montessori, puisque j'ai eu très vite pour mission de transmettre à mes collègues. Donc on se voyait les samedis ou en dehors des temps de classe pour parler de la pédagogie, Alors j'avais pas forcément toutes les réponses à l'époque, parce que j'étais moi-même au tout début de mon chemin, mais je suis restée en contact avec mes formateurs. J'ai fait énormément de stages, surtout en Allemagne, dans plusieurs écoles Montessori. Donc, ce qui m'a permis de confronter immédiatement la pratique, le terrain, et puis ce que j'avais appris en théorie, en formation, et de confronter ça et de faire évoluer ma pratique. Et plus je transmettais à mes collègues, plus les choses s'ancraient pour moi. Voilà. Et après, c'est sûr que Maria Montessori m'a ouvert tout un monde. Donc, j'ai découvert la bienveillance. Alors, j'ai découvert, je l'avais déjà en moi intuitivement, mais j'ai pu poser des mots dessus. Tu vois, j'ai pu mener une réflexion sur des choses qui finalement étaient innées, en tout cas instinctives chez moi, mais que je n'arrivais pas forcément à justifier. J'ai découvert les neurosciences. J'ai découvert après plusieurs autres pédagogies qui sont complémentaires à la pédagogie Montessori. Voilà. Super. Et donc, quand j'étais à tes formations, tu sais, durant ces week-ends à Bruxelles, au fur et à mesure des semaines, tu nous as fait découvrir cette femme, Maria Montessori, qui est absolument incroyable. Moi, je suis restée scotchée sur le fait qu'elle soit si peu connue, que son travail soit si peu appliqué finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle? Maria Montessori, c'était une femme incroyable. Malheureusement, son travail n'a pas été compris. Donc en fait, Maria Montessori est médecin. Donc ça, c'est déjà quelque chose en formation sur lequel j'insiste énormément. C'est pas quelqu'un qui se lève un jour et puis qui décide de fabriquer des lettres en bois et voilà, c'est pas ça. Maria Montessori, donc en tant que médecin psychiatre, elle a débarqué un jour dans un foyer pour enfants qui était placé là parce qu'ils étaient considérés comme débiles par la société. Donc débile n'est pas dans le terme actuel, c'est un terme médical à l'époque. Donc ça comprenait des enfants avec des troubles cognitifs, des troubles du comportement. Enfin, on les avait parqués à un endroit parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire, clairement. On ne savait pas trop comment les aider à se développer. D'ailleurs, on pensait qu'ils étaient bons à rien et que c'était, pardonnez-moi, des déchets de la société, que de toute façon, on ne savait rien en faire. Donc, on les avait parqués là. Et comme la société estimait que de toute façon, ils étaient bons à rien, ces enfants n'étaient pas du tout accompagnés. Donc, elle débarque là et elle se rend compte qu'il y a des enfants dans une pièce, sans stimulation, sans accompagnement, sans rien. Ça l'a beaucoup choquée. Ça l'a beaucoup choquée. Et Maria Montessori, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à continuer à se former, qui a continué à se poser des questions. Donc, elle a fait plein de formations. Elle a une licence en psychologie, elle a fait de la philosophie. Elle s'est beaucoup intéressée aux enfants porteurs de handicap. Et donc, elle a essayé de comprendre comment elle pouvait aider ces enfants. Et donc, rapidement, elle s'est rendue compte que ces enfants avaient plus besoin d'accompagnement pédagogique que d'accompagnement médical. Et c'est là qu'elle a commencé à mettre en place une réflexion, elle a commencé à chercher comment stimuler ces enfants, elle a commencé à créer du matériel. Mais c'était pas seulement créer du matériel et puis voilà, à partir de là, elle a beaucoup observé. C'est-à-dire qu'elle a utilisé l'observation clinique de son métier de médecin pour aider ces enfants-là. Et naturellement, il y a eu des résultats incroyables, c'est-à-dire qu'elle a amené certains de ces enfants jusqu'au certificat d'études. Donc le certificat d'études, c'est le diplôme qui sanctionnait la fin des études primaires à l'époque.
Et il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas son certificat d'études. Ça vaut plus que le bac aujourd'hui, clairement. Oui, parce qu'elle n'est pas... quand est-ce qu'elle était médecin, justement, Maria Montessori? Donc, elle a commencé sa carrière à la fin du 19e siècle. Oui, donc c'est pas récent. Ah non, c'est pas récent du tout. Et elle est décédée au début des années 50. Et en fait, là où je disais qu'il y avait un malentendu et au final que son travail a été très peu connu, c'est que même du temps, Maria Montessori, on pensait que l'essentiel de son travail, c'était justement le matériel. Et alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ça du tout l'essentiel. D'accord. Et d'ailleurs, si on observe un peu aujourd'hui, quand tu parles de ce matériel, dans les magasins de jouets, etc., ou même en librairie, on voit de plus en plus son nom sur un tas d'activités. Ouais. Est-ce que ça représente bien son œuvre? Pas du tout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses, attention, je nuance. Hein. Il y a effectivement des livres, par exemple, pour aider les enfants à apprendre à lire, qui sont tout à fait adaptés. Mais quand je vois agenda familial Montessori, ou quand je vois des jouets sur lesquels on va poser le mot Montessori, on n'est pas du tout dans ce qu'elle a fait. D'ailleurs, sur mon blog, j'écris des articles sur la pédagogie Montessori et j'en ai écrit un, Stop aux arnaques, Stop aux arnaques Montessori, parce que malheureusement, Montessori, alors malheureusement ou heureusement, Maria Montessori est devenue à la mode depuis une dizaine d'années. Au départ, quand je disais le mot Montessori, soit personne connaissait, soit on me demandait dans quelle secte j'étais tombée. Hein. Aujourd'hui, ça a changé. Donc aujourd'hui, de plus en plus de parents connaissent Montessori, on le voit dans les librairies, dans des magasins, etc. Mais le problème avec ça, la limite de ça, c'est que c'est devenu du marketing. Et donc, le souci, c'est qu'on utilise le mot Montessori puisqu'elle n'a pas souhaité déposer de brevet et protéger son travail pour que ça reste accessible à tous. Donc, comme le terme Montessori n'est pas protégé, malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs ou d'industriels utilisent son nom sur des objets qui n'ont rien à voir avec la pédagogie Montessori et avec ce qu'elle a fait, les découvertes qu'elle a faites sur l'enfant, sur le fonctionnement de l'enfant, sur ses besoins et sur comment on construit une activité qui ait du sens. Et donc elle a fait un travail qui est remarquable, mais concrètement ça apporte quoi aux enfants? Quels sont les avantages pour eux? Alors, les avantages sont de plusieurs ordres. En fait, ce que j'explique souvent, c'est que la pédagogie Montessori, elle est constituée de deux piliers qui sont deux piliers qui forment la pédagogie Montessori. Donc, on a le premier pilier qui va être de l'ordre de la connaissance de l'enfant et de la relation stable, empathique, bienveillante que l'on va construire avec lui. Et le deuxième pilier, effectivement, ça va être la partie méthodologique, donc le matériel didactique que l'on va proposer aux enfants. L'un sans l'autre n'existe pas, et surtout le matériel. On a surtout retenu aujourd'hui le matériel. Hein. On va créer des jeux qui n'ont rien à voir avec Montessori, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sans ce premier pilier-là, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que l'enfant ne pourra pas tirer les bénéfices de la pédagogie Montessori. Donc justement, les bénéfices, les avantages pour les enfants, mais déjà, c'est d'évoluer dans un environnement, on utilise le terme ambiance, donc dans un environnement qui va être bienveillant, qui va être à l'écoute de l'enfant, de ses intérêts, de son rythme. Donc l'enfant, il évolue dans l'harmonie, finalement, il peut déployer ses potentiels personnels, mais aussi ses compétences. C'est un environnement qui va créer du bien-être à court terme et donc qui va aider l'enfant à construire sa confiance en lui, son estime de lui, sa capacité à entamer des projets, à avoir la joie au travail, à être endurant dans une société où on est beaucoup dans le zapping, à être endurant, c'est-à-dire que je tente quelque chose, ça ne fonctionne pas, je persévère, je continue, j'y vais, je reste surtout enthousiaste parce que c'est un environnement qui va préserver la curiosité naturelle des enfants. Moi, quand je travaillais à l'école publique, on se retrouvait avec des gamins, la seule chose qui les intéressait de savoir, c'est est-ce que vous allez demander ça au contrôle? Donc là, non, c'est des enfants qui gardent cette envie
profonde d'apprendre, qui sont heureux d'apprendre, qui sont heureux de développer leurs compétences. Donc ça va être le premier bénéfice. Et la deuxième famille de bénéfices, donc, c'est que Maria Montessori, elle a créé un matériel, c'est vrai, qui est extraordinaire et qui permet d'apprendre d'une façon beaucoup plus évidente, beaucoup plus ludique aussi, et beaucoup plus construite. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous des souvenirs à l'école où on a dû apprendre les tables de multiplication par cœur. Hein. Je vais prendre l'exemple des multiplications parce que je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Donc, on se revoit tous, enfants, à devoir réciter bêtement les tables de multiplication, tous ensemble. Et ça devient une espèce de litanie. Et bon, voilà, ça s'en va d'ailleurs au bout d'un moment. Donc, elle a créé un matériel où on va construire les tables de multiplication. C'est-à-dire que la mémorisation va juste être le fruit de la répétition d'un matériel concret qui va provoquer de la joie et qui va permettre à l'enfant d'intégrer profondément une compétence. Ce sera plus une notion abstraite. Exactement. Tout à fait. Et donc ça fait beaucoup d'avantages. Oui, ça fait énormément d'avantages, surtout quand on comprend les deux piliers et qu'on arrive à toujours faire en sorte qu'ils soient liés. Parce que sinon, on tombe dans un travers qui est très à la mode aujourd'hui, c'est la méthode Montessori. Donc tu ne m'entendras jamais, tu ne m'as jamais entendu parler de méthode Montessori. Montessori n'est pas une méthode, parce qu'une méthode, ce serait comme une recette de cuisine. Tu prends ta recette, tu suis les étapes les unes après les autres et puis tu es censé obtenir un résultat. Montessori, c'est pas ça du tout. Alors Victoria, ça fait plein d'avantages comme on vient de le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des inconvénients? Alors au niveau des inconvénients, ce qui revient souvent, c'est le coût de la pédagogie Montessori et plus précisément le coût du matériel. Donc c'est vrai effectivement que le matériel que Maria Montessori a créé a un certain coût. C'est pour ça d'ailleurs que les écoles Montessori ont souvent un certain budget. C'est aussi parce que ce sont des écoles qui sont non subventionnées par l'État. Donc ça veut dire que les écoles doivent percevoir l'ensemble du budget nécessaire pour faire fonctionner l'établissement. Et donc c'est effectivement aux parents qu'il est demandé de subventionner donc ces frais-là. Alors après, moi c'est ce que j'explique souvent à mes stagiaires, surtout quand ce sont des mamans qui font l'instruction en famille par exemple, ou des instituteurs ou institutrices qui veulent mettre en place la pédagogie Montessori dans leur classe. Il y a plein d'astuces pour soit fabriquer soi-même le matériel, soit trouver le matériel dans des boutiques qui coûtent moins cher que, on va dire, la marque agréée officiellement pour la pédagogie Montessori. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en avais même fait un accompagnement en ligne pour justement comprendre quels étaient les critères essentiels à respecter pour fabriquer son matériel, pour que ça reste dans les critères que Maria Montessori a mis en place et qui ne sont pas là pour rien. Ça j'insiste aussi beaucoup en formation. Chaque matériel Montessori présente des caractéristiques. Et ces caractéristiques-là ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, Maria Montessori a étalonné son matériel. Ça veut dire qu'elle a fait des tests, elle a fait des observations et elle n'a gardé que les versions qui fonctionnaient le mieux. Et donc il y a plein d'astuces pour fabriquer son matériel ou pour le trouver à moindre coût. D'accord. Et dans ces recherches, c'était intéressant parce que ça va loin dans le type de matériaux, dans le poids, dans la dimension. Oui, donc en fait, Maria Montessori insiste beaucoup sur la nécessité d'isoler la difficulté. Et ça, c'est une des erreurs qu'on voit le plus souvent dans les arnaques au matériel Montessori, c'est qu'on va se retrouver avec plein de difficultés sur un jouet. Donc ici, on va isoler la compétence. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule difficulté par activité. Mais par contre, cette difficulté-là, on va la faire découvrir à l'enfant par plusieurs sens. Et donc, on va parler d'un matériel qui est multisensoriel. Et c'est pour ça que sur un matériel comme la tour rose, donc il s'agit de 10 cubes roses de tailles différentes, Maria Montessori a beaucoup insisté sur la qualité du bois, qui doit être un bois de hêtre,
parce que le hêtre est une essence de bois qui est très dense. Ça veut dire que la différence de poids entre le plus petit cube et le plus grand cube va être significative et ça va stimuler ce qu'on appelle le sens barique, donc le sens des poids. Et ça va être un sens supplémentaire qui va permettre à l'enfant d'intégrer dans son corps la compétence. C'est génial. Absolument. Cette femme m'épate de toute façon. Donc là, on parle de... Ça peut sembler être des détails qui n'en sont pas du tout. Mais si on en revient aux matières scolaires, oui. Vraiment, il y a des programmes dans les écoles, etc. Est-ce que il n'y a pas un décalage? Est-ce que les enfants vont acquérir les compétences qui sont demandées dans le traditionnel? Alors, il y a un décalage, mais ce n'est pas celui qu'on croit. Et c'est ça toute la puissance en fait de Maria Montessori, c'est qu'elle a créé un matériel pour chaque compétence qui est attendue dans les programmes scolaires. Donc ça veut dire que ce soit en mathématiques, que ce soit en langage, que ce soit en géographie, en botanique, en zoologie, elle a créé un ensemble de matériel et une progression qui est une progression logique qui va du concret à l'abstrait, du simple au complexe, qui permet à l'enfant de construire ses compétences. Et quand je disais qu'il y avait un décalage, mais que ce n'était pas celui qu'on croyait, c'est que la plupart du temps, les enfants qui fréquentent des écoles Montessori sont en avance sur le programme. Ils sont en avance sur le programme, pourquoi? Pas parce qu'on les pousse, pas parce qu'on les oblige à travailler, j'ai déjà entendu, oui, Montessori, c'est élitiste parce que on les pousse à travailler, on veut qu'ils soient au-dessus des autres. En fait, c'est pas du tout ça. Les fondements de la pédagogie Montessori, c'est de laisser l'enfant évoluer à son rythme et selon ses intérêts. Le problème, au contraire, des programmes qui sont rigides et figés, on te dit, dans l'école publique traditionnelle, on te dit, tu dois apprendre à lire la première année du primaire. Sauf que, qui a décidé de ça? Au nom de quoi? De quelle vérité scientifique on a décidé ça? Cette décision, elle a été prise par des gens dans des bureaux qui n'ont pas forcément de connaissances sur le développement de l'enfant. Et je vais appuyer ce que je dis par des découvertes scientifiques qui ont été menées il y a une dizaine d'années sur la dyslexie. Alors ça s'est passé en France. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 50% de dyslexie en plus dans les écoles publiques que dans les écoles Montessori. Alors, c'est 50% quand même, enfin, je veux dire, c'est pas 5, 10, 15%, c'est 50%. Donc, ils se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a 50% de dyslexie en plus dans les écoles publiques par rapport aux écoles Montessori? C'est pas parce que les écoles Montessori filtrent leurs élèves, c'est pas du tout ça. C'est justement en lien avec les apprentissages. C'est qu'un apprentissage qui a été imposé au mauvais moment, c'est-à-dire un moment où l'enfant n'est pas prêt, c'est-à-dire ou trop tôt, ou trop tard, ça crée des dégâts neurologiques au niveau du cerveau et ces dégâts sont irréversibles, en tout cas en partie. Donc l'objectif de respecter le rythme et l'intérêt de l'enfant, c'est de se dire, il y a des enfants qui veulent apprendre à lire à 3 ans. C'est pas nous qui les avons obligés, c'est leur curiosité naturelle. Mais aussi bien, il y a d'autres enfants qui ne voudront lire qu'à 7 ou 8 ans. Obliger chaque enfant à apprendre à lire à 6 ans, c'est prendre le risque d'être trop tard pour certains, trop tôt pour d'autres. Et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences de ne pas être au bon moment? Les principaux dangers, on va dire, c'est déjà que l'apprentissage ne se fasse pas facilement. Ça, c'est l'avantage des découvertes de Maria Montessori. Elle nous parle de ce qu'on appelle les périodes sensibles. Donc, une période sensible, ça va être une phase dans le développement de l'enfant pendant laquelle il est passionné par quelque chose. Il voudra toujours la même histoire le soir, il va passer son temps à aligner ses figurines, il va toujours vouloir faire la même chose. Donc, quand on sait ça, quand on a appris à les reconnaître et qu'on a appris à aménager les apprentissages en fonction de ça, on se rend compte que les apprentissages, ils se font comme ça. Parce qu'on utilise la période sensible, on est quelque part opportuniste et on va amener des stimulations qui vont être en lien avec les intérêts du moment des enfants. Ce qui fait que l'apprentissage, il est facile, il est sans effort, il est dans la joie parce que ça fait sens. Si tu imposes un apprentissage qui a lieu en dehors d'une période sensible, il n'y aura pas d'enthousiasme,
il n'y aura pas de sens. Combien est-on à avoir appris des trucs à l'école en se demandant, mais bon sang, ça sert à quoi d'apprendre ça? Ça va me servir à quoi dans ma vie de savoir ça? Tu vois? Oui, absolument. Donc l'apprentissage, il devient pénible. Il devient pénible parce que ça ne fait pas sens pour nous. Et donc, il devient pénible, ça veut dire qu'on va connoter l'apprentissage à un truc qui n'est pas très agréable, tu vois. Donc, ça devient école égale la prison, quoi. Enfin, c'est pas chouette. Alors qu'apprendre, c'est le fondement de la vie. Tout au long de la vie, on apprend des choses. Et puis, le deuxième danger, au-delà de rendre compliqué l'apprentissage parce que ça ne motive pas spécialement l'enfant, c'est qu'on va risquer de mettre l'enfant en échec. Parce qu'il y a une autre loi humaine qui est importante à connaître, c'est qu'on ne fait bien que ce qu'on aime faire. Et souvent, on reproche aux enfants. Ils ne travaillent que dans les matières qu'ils apprécient, mais c'est humain. Adulte, on ne fait que ça, de travailler ce qu'on aime faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque alors, tu vois, si on ne fait que ce qu'on aime, donc imaginons, moi j'aime beaucoup les maths, si je ne fais que des maths, alors peut-être que jamais je ne m'intéresserai à autre chose? Alors là, il y a deux choses qui sont importantes à voir par rapport à ça. La première, c'est de se dire, un enfant va venir changer d'intérêt. Alors peut-être qu'il aura une base mathématique, parce qu'il a une intelligence logico-math qui est importante, mais au fur et à mesure des stimulations qu'on va mettre en place dans la classe, il va se diriger vers autre chose. Et ça, c'est notre rôle, c'est la deuxième chose, c'est notre rôle en tant qu'adulte, c'est de stimuler l'enfant par le chemin qui le passionne pour l'amener à d'autres choses. Je vais te donner un exemple. Il y avait une petite fille qui avait 6 ans qui adorait dessiner. Elle passait sa vie à dessiner, elle faisait des dessins extraordinaires. Et elle avait réalisé des planches sur des feuilles A4 pour raconter des histoires. Mais par contre, la lecture ne l'intéressait pas du tout. Elle n'avait pas intégré encore le sens pour elle d'apprendre à lire. Donc ses parents étaient inquiets. Et donc ils me disaient, oui, mais bon, c'est bien beau de dessiner, mais il faut quand même apprendre à lire. C'est important de savoir lire. Donc oui, tout à fait, je confirme, c'est important de savoir lire. Mais plutôt que de lui dire, écoute, Anaïs, elle s'appelait Anaïs, écoute Anaïs, maintenant tu as 6 ans, c'est l'heure d'apprendre à lire et à écrire, tu viens t'asseoir avec moi, on fait les lettres rugueuses. Si j'avais fait ça, il se serait passé quoi? Elle n'aurait pas retenu, d'une fois à l'autre, elle aurait oublié, elle n'aurait pas eu envie, et je l'aurais dégoûtée de la lecture. Peut-être que je serais parvenue à faire d'elle quelqu'un qui lit, mais je n'aurais jamais fait d'elle une lectrice. Passionnée par... Eh bien oui, et ça n'a aucun intérêt d'apprendre à lire si on n'aime pas lire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ces planches et je lui ai dit, tiens, ça pourrait être chouette qu'on puisse en faire un livre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai valorisé ses compétences. Tu me racontes l'histoire et moi, sur la feuille à côté, j'écris la phrase. Parce qu'elle adorait présenter ses planches comme un kamishibai à ses collègues de classe. Donc, elle s'asseyait et elle racontait l'histoire qu'il y avait sur ses planches aux autres. Et je lui ai dit, si tu veux, pour que les copains puissent lire tes histoires sans toi, on pourrait en faire un livre qu'on pourrait relier, mettre dans la bibliothèque. Et donc, au début, j'écrivais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu que les autres adoraient ça, prenaient ses livres et lisaient. Et un jour, elle est venue me voir, dit, Victoria, tu pourrais m'aider à ce que j'écrive moi-même. Et tu vois, là, j'ai tout gagné, parce qu'elle avait capté le sens. Et j'avais généré chez elle un enthousiasme. Elle a appris à lire comme ça, super facilement. Alors, je n'ai pas respecté la progression officielle, mais on s'en fiche. Et c'est devenu une grande amoureuse des livres. Elle a passé ensuite des heures et des heures et des heures à lire. Et j'estimais que j'avais gagné. Dans le sens où non seulement elle avait appris à lire, mais elle aimait ça. Voilà. C'était complet. C'est ça. Donc c'est ça le but, c'est qu'on ne force pas, mais on réfléchit à comment est-ce qu'on peut provoquer l'enthousiasme et le sens pour un apprentissage. C'est génial. Alors Victoria, tout à l'heure tu nous disais que Maria Montessori a commencé avec les enfants dits débiles. Du coup, à qui s'adresse cette pédagogie? Est-ce que c'est plutôt pour les enfants en difficulté? Il y en a beaucoup. Ou est-ce que j'ai l'impression que les enfants à haut potentiel
pourrait peut-être aussi l'utiliser. Finalement, c'est pour qui? C'est pour tous les enfants. En fait, dans le parcours de Maria Montessori, il y a eu une bascule qui s'est opérée à un moment donné. Donc oui, c'est vrai, elle a commencé avec les enfants en difficulté, les enfants dits débiles. Et lorsque je racontais tout à l'heure qu'elle a présenté certains de ses élèves, certains de ses enfants au certificat d'études et qu'ils avaient réussi, en fait, ces enfants ont même mieux réussi que la moyenne des enfants dits normaux. Et donc ça, c'est un point de bascule pour Maria Montessori dans sa vie, parce que naturellement, c'est ça aussi qui a fait parler d'elle. C'est-à-dire qu'elle est devenue célèbre, c'est la personne qui avait réussi à faire passer le certificat d'études à des enfants auxquels voilà, on ne pensait pas du tout. Et donc en fait, à partir du moment où il s'est passé ça, des enseignants sont venus la voir. Fâchés, en rage, parce que les élèves de Maria Montessori avaient mieux réussi que les leurs. Et donc, il faut s'imaginer au niveau de l'ego, hein, c'était un peu délicat. Et donc, ils sont venus voir Maria Montessori en disant « Mais c'est pas possible, vous avez fait comment pour réussir ?» Et Maria Montessori aurait répondu quelque chose de l'ordre de « Et vous, comment avez-vous fait pour ne pas réussir ?» Sous-entendu, moi, mes élèves étaient dits débiles, en difficulté, et ils ont réussi, ils ont mieux réussi que vos élèves qui étaient normaux. La question n'est pas de savoir comment moi j'ai fait pour réussir, mais comment vous, qui aviez les cartes en main, vous avez fait pour ne pas réussir. Et dans sa tête, à ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est passé et elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait avec des enfants normaux? Et la vie est bien faite. À ce moment-là, le maire de Rome l'a contactée pour qu'elle crée un lieu pour les enfants de 3 à 6 ans. Parce que le maire de Rome, à ce moment-là, avait rénové tout un quartier qui était des bidonvilles avant. On est dans un quartier populaire, le quartier de San Lorenzo à Rome. Et le maire en avait assez que les enfants traînent dans la rue, dégradent, etc. Et en Italie, à l'époque, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas d'école maternelle, il n'y avait pas de jardin d'enfants, ça n'existait pas. Donc les enfants traînaient dans les rues parce que les mamans étaient obligées d'aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et donc elle a ouvert la maison des enfants en 1907. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à repenser son matériel, à repenser ses pratiques pour l'adapter à des enfants qui n'ont pas spécifiquement de difficultés. En tout cas, pas de troubles cognitifs, pas de troubles de l'apprentissage, pas de difficultés particulières. Et elle s'est rendue compte, pendant cette dizaine d'années d'expérimentation, que sa pédagogie fonctionnait très très bien avec des enfants qui n'avaient pas spécialement de difficultés. Donc oui, c'est vrai, au départ, on est dans le monde du handicap, on est dans le monde des troubles de l'apprentissage ou des troubles cognitifs ou des troubles du comportement, mais elle a fait cette passerelle vers les enfants normaux, donc les enfants qui n'ont pas de difficultés particulières. Ce qui fait qu'il y a énormément d'écoles Montessori qui sont ouvertes dans le monde pour des enfants qui n'ont pas de difficultés particulières. Alors, tu mentionnais les enfants haut potentiel, c'est vrai que la pédagogie Montessori leur va bien. Pourquoi la pédagogie Montessori leur va bien? Parce qu'on ne les freine pas. La difficulté souvent d'un enfant à haut potentiel, c'est qu'il s'ennuie à l'école ou qu'il n'a pas confiance en lui, ça c'est encore autre chose. Mais donc là, un enfant peut aller aussi loin, aussi vite qu'il a envie. On lui dira jamais, mon coco, c'est pas au programme, ça faut que tu attendes 3 ans pour voir ça. Et moi, j'ai le souvenir très prégnant qui restera, je pense, toute ma vie. Lors d'un de mes stages en France, j'arrive dans une école Montessori, maternelle primaire. Je passe une partie de ma semaine en maternelle, puis après, je vais en classe 6-12. Et là, je tombe nez à nez avec un enfant de 8 ans qui était en train de réaliser un projet sur l'antimatière. Alors moi, quand il est venu me poser des questions, l'antimatière, comment te dire? Le trou noir. C'est le cas de le dire. Le trou noir complet. Ok. T'imagines un enfant comme ça à l'école, dans une école classique, à 8 ans, qui veut faire un projet sur l'antimatière? Enfin, c'est impensable. Donc, c'est ça. C'est vrai que ça leur va bien pour cette raison-là. Mais après, c'est une pédagogie qui est ouverte finalement à un très vaste public. Quand tu parles de l'antimatière, donc c'est des enfants qui peuvent consacrer leur temps aux activités qui leur plaisent. Donc on entend qu'ils choisissent ce qu'ils font
C'est eux qui décident. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de règles dans ces écoles? Alors, bien sûr qu'il y a des règles. Donc ça, c'est une des croyances que beaucoup de personnes ont. C'est un frein même pour beaucoup de personnes, où ces personnes vont se dire, bah, oui, mais finalement, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils font ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de règles. Il y a une espèce de collage entre Montessori et quelque chose de très laxiste, finalement. Hein, le mythe de l'enfant roi, l'enfant fait ce qu'il veut. En fait, c'est pas du tout ça. Quiconque met les pieds dans une classe Montessori se rend immédiatement compte qu'au contraire, il y a beaucoup de règles. En fait, Maria Montessori a fait un travail sur la liberté et sur la discipline. Elle s'est rendue compte que liberté et discipline sont deux faces d'une même médaille et que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, quand on parle de liberté, on ne parle pas d'anarchie. On n'est pas dans un modèle où l'enfant fait ce qu'il veut, parce que si l'enfant fait ce qu'il veut, alors il pourrait dessiner sur les murs, détruire le matériel, et ce n'est pas du tout ça. Il y a des règles de vie, donc sur la partie discipline, sauf que ce n'est pas une discipline autoritaire. Tu vois, comme on a pu connaître, étant enfant, de quelque part un adulte qui détient l'autorité et qui va imposer cette autorité-là. L'image que je donne toujours aux gens, c'est, souvenez-vous quand vous étiez à l'école et que le prof quittait la classe. C'est la fête. C'est l'explosion, c'est la fête, c'est les craies qui volent, c'est l'éponge, c'est le bazar, c'est l'anarchie. Pourquoi? Parce que la discipline, elle est extérieure. C'est-à-dire que l'adulte agit, entre guillemets, comme un gendarme. Hein. Si je fais le parallèle avec une plante, donc la plante a en permanence un tuteur qui est collé. Et le jour où on enlève le tuteur, la plante, elle s'écroule parce qu'elle n'a pas développé suffisamment de force pour apprendre à tenir droite. Donc ça, c'est le schéma ancien d'une discipline autoritaire, de l'adulte gendarme. Hein. Maria Montessori, elle a développé une autre sorte de discipline, c'est l'adulte modèle. On demande à un enfant de marcher lentement, nous marchons lentement. On demande à un enfant de ranger son matériel, nous rangeons notre matériel. Donc on est le modèle de la règle que l'on souhaite que l'enfant intègre. Ce qui fait que dans une classe Montessori, lorsque l'enseignant, l'éducateur quitte la classe, il ne se passe rien. Avec un peu de chance, les enfants n'auront même pas vu que l'enseignant, l'éducateur était parti. Donc au contraire, il y a beaucoup de règles de savoir-vivre, de vivre ensemble, de respect, de tolérance, de partage. Quand vous avez un enfant qui travaille, on ne laisse pas un autre enfant intervenir dans sa bulle et le déranger. On va lui expliquer que c'est important que l'enfant qui est en train de travailler puisse rester dans sa bulle et que s'il veut travailler avec lui, alors il faut lui demander l'autorisation pour se mêler à ce qu'il est en train de faire. Donc, au contraire, il y a beaucoup de règles, mais qui sont au service de chaque enfant et au service du groupe. Et après, bien sûr, l'enfant est libre. Il est libre, en gros, du choix de ses activités. Il est libre de la durée des activités. Donc, on n'est pas là pour dire « Laetitia, ça fait déjà 20 minutes que tu es sur ce matériel-là. Stop ». Donc, non, l'enfant est libre de rester aussi peu de temps et aussi longtemps qu'il le souhaite. Et donc, il est libre du choix de ses activités, de la durée de ses activités, il est libre de ses mouvements. Donc ça, c'est très important. On ne va pas obliger un enfant à rester assis pendant 6 heures sur une chaise pour écouter un cours. L'enfant peut choisir de travailler à table, il peut choisir de travailler allongé par terre, assis par terre, sous une table, sur un ballon de yoga. Donc, le mouvement est libéré. Mais donc, en fait, c'est un équilibre entre liberté et discipline, qui fait qu'on a des enfants qui ont intégré les règles et qui ne se rebellent pas contre les règles. C'est la différence. Donc non, un enfant ne fait pas ce qu'il veut, il veut ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est fondamentalement différent. Et je pense que si on avait plus de gens dans le monde qui voulaient ce qu'ils étaient en train de faire, on aurait moins de problèmes. Je peux imaginer. Et en leur offrant cette liberté, est-ce que après, une fois qu'ils sortent de ces écoles, ça ne crée pas des difficultés d'adaptation ?
Alors, c'est souvent une question qui m'est posée et c'est souvent une inquiétude de parents. Hein. Ok, je mets mon enfant dans une école Montessori, mais alors le jour où il doit quitter cette école-là pour X raisons, comment ça se passe au niveau de l'adaptation? Alors, ce que j'explique souvent, c'est, imaginez, vous quittez le primaire parce que vous êtes en âge d'aller dans le secondaire. Ben, c'est pareil, vous aurez une adaptation à faire. On ne quitte pas, quand on quitte une école, pour peu que vous ayez grandi dans un village, par exemple, vous êtes dans une petite école de village, une petite école primaire, vous débarquez dans une école secondaire avec 500, 1000, 1500 élèves. Ça va vous demander une faculté d'adaptation à ce changement d'environnement, ce changement de système, parce que vous allez vous retrouver à avoir plusieurs professeurs, alors qu'avant vous n'aviez qu'un seul maître, vous allez vous retrouver à devoir gérer plusieurs choses. Donc la vie, elle est faite d'adaptation. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les enfants s'adaptent justement. Et c'est cette faculté d'adaptation que les enfants ont en eux qu'il est important de préserver. Et donc justement parce que Montessori ne propose pas de cadre rigide, eh bien elle amène à ce que les enfants développent leur faculté d'adaptation beaucoup plus facilement que dans un système finalement qui les conditionne. Moi, je le vois quand je reçois des élèves qui sont un peu plus grands, qui ont 6, 7, 8 ans, qui ont connu le système traditionnel. Finalement, ce sont des enfants qui sont enfermés dans des carcans, qui sont très limités, parce qu'on a toujours choisi et décidé pour eux. Non, là, tu as envie de faire des maths. Non, ce n'est pas le but, Laetitia. Maintenant, c'est le cours de français. Mais donc, plus je décide pour toi, plus j'organise ta vie et moins je te rends adaptable. Parce que finalement, tu fais que suivre des consignes. Mais le jour où le programme change, là, tu es paumé. Tu apprends à obéir et ça s'arrête là. Exactement. Tu apprends à obéir et tu ne rentres pas dans finalement une construction, un enracinement. Hein, c'est ça, c'est construire des racines qui te permettent d'être ancré et qui te permettent de vivre et de traverser les chamboulements de la vie. Parce que la vie n'est qu'adaptation en permanence. La vie, c'est que du mouvement. Il n'y a rien qui est figé. Donc, en fait, c'est l'inverse. Génial. Et avec tout ce recul, tu vois, quand tu parlais de la première maison des enfants en 1907, depuis, tu vois, l'eau a coulé sous les ponts. Est-ce qu'on doit avoir des retours de personnes qui ont grandi, qui ont bénéficié de cette pédagogie? Est-ce qu'on peut avoir des exemples comme des preuves pour montrer oui, ça marche? Alors oui, il y en a plein. L'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est Google. Voilà. Les deux fondateurs de Google ont fait tout leur cursus dans la pédagogie Montessori et ça me permet d'insister sur un point, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de pédagogie Montessori pour le développement de compétences, notamment compétences scolaires, les maths, le français, les sciences. Et effectivement, la pédagogie Montessori, de par son matériel, est fort axée sur ça. Mais dans chaque innovation, qu'elle soit technologique, artistique ou autre, il y a de la créativité. Et là, on pense moins à Montessori. On pense plutôt que Montessori, c'est quelque chose de un peu rigide, un peu vieillot, tu vois. Et en fait, au contraire, Montessori permet de développer la créativité des enfants. Et les deux fondateurs de Google en sont le parfait exemple. C'est que pour avoir créé ce qu'ils ont créé, il fallait certes des compétences techniques, il fallait certes une intelligence bien développée, mais il fallait de la créativité. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes, de personnalités célèbres comme certains, le prince d'Angleterre par exemple, son petit garçon est dans une école Montessori. Donc chez ces personnes, lui-même a été dans une école Montessori lorsqu'il était enfant. Il y a beaucoup de personnalités qui mettent leurs enfants aujourd'hui dans des écoles Montessori justement parce qu'ils connaissent les bénéfices et les bienfaits pour leurs enfants. Bon, et si tu avais le droit de rêver et d'imaginer que tous les enfants aient accès à cette pédagogie, qu'est-ce que tu crois qu'il y aurait comme changement La paix sur Terre. Alors pourquoi je dis ça? C'est un autre aspect peut-être aussi moins connu de la pédagogie Montessori, mais imagine,
Tu es dans un environnement où on est bienveillant envers toi, où on respecte tes intérêts, on respecte ton rythme. On ne va pas te dire que tu es en retard, on ne va pas noter, évaluer ce que tu ne sais pas, on va t'aider à développer au contraire tes compétences. On va t'aider à mieux vivre avec les autres, à développer la tolérance, à développer l'entraide, à développer la compassion. Forcément, tu seras moins frustré. Parce que tu pourras t'éclater, parce que tu pourras développer tes pleins potentiels, parce que tu auras confiance en toi, parce que tu vas estimer que tu as de la valeur, que tu mérites le mieux pour toi-même et que tu peux apporter quelque chose au monde. Forcément, ça ne peut que créer des personnes qui seront empathiques, qui seront bienveillantes, qui seront heureux, qui seront épanouis. Et tout ça, ça aide la société à aller mieux. Je pense que j'ai parfois des parents qui me disent « Oui, mais la société, elle est tellement dure. La société, elle est tellement violente. Il faut que les enfants s'adaptent à ça. » C'est ça la réalité. Moi, je prends le problème dans l'autre sens. Je dis qu'au contraire, si on arrivait à faire que les enfants d'aujourd'hui, qui sont les adultes de demain, soient empathiques, bienveillants, épanouis et heureux, on aurait quand même vachement moins de problèmes et on aurait moins de guerres, on aurait moins de guerre de pouvoir, de guerre d'ego, de relations comme ça qui se basent sur beaucoup de pouvoir, de violence, d'agressivité, de domination l'un sur l'autre. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai adoré comme d'habitude. Ce qui serait carrément génial, c'est de pouvoir voir concrètement, tu vois, à quoi ressemble ton école. Avec plaisir. Est-ce qu'on a le droit à une petite visite? Allez, c'est parti. Génial. Bon, du coup, je vous propose dans la prochaine vidéo de découvrir l'école de Victoria. À très bientôt.